Bonjour à tous. Dans Actu Matin, ce matin, l'actualité de la cherté de la vie au Bénin. Au marché, ne touchez à rien sans avoir demandé par 2 ou 3 fois le prix. Le maïs, les pâtes alimentaires et tout ce qui est de consommation de première nécessité, même au bord de la voie, le carburant est passé à 700 francs CFA le litre par endroit. Question, qu'est-ce qui se passe et que font les dirigeants directement concernés par cette situation au regard de leurs fonctions? Nous faisons le débat tout à l'heure, mais avant, Jacques Degbé sera au téléphone depuis Parakou pour s'attarder spécifiquement sur le cas de la cherté du maïs. On fait le point avec lui dans Économie ce matin. Vous le savez, c'est les élections à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les choses se mettent en place progressivement, mais sur le fond de contestation autour du processus. On en parlait hier sur ce plateau. Ce matin, on va l'évoquer encore, mais avec un des protagonistes. Michel Aono sera en direct au téléphone dans un instant. Bienvenue à tous. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin, ministration dans les grandes agglomérations. 7 mois après l'annonce, une implantation à tâtons. Encore des quartiers délaissés à Cotonou, Calavi toujours dans l'attente. Appel pour la libération de Joël Aïvo. 13 enseignants-chercheurs de l'UAC, l'Université d'Abomey Calavi, ont écrit à Patrice Talon, nous apprend fraternité. Et puis pour finir, 2 autres titres totalement en bas. Je ne sais pas si l'écran pourrait vous permettre de voir. Sabrina Amandine Awaimo, esthéticienne à propos du maquillage en période de chaleur. Le climat n'a aucun lien avec le maquillage. Il y a juste un inconfort pour la personne maquillée, a confié donc la spécialiste. Et puis, mise en service de la mini-centrale solaire photovoltaïque de Zobotoma. Angie Energy Access révolutionne le quotidien des habitants de Dohoué. Nous sommes maintenant avec Matin Libre. Rupture, 8 ans après, ça ne va pas, a écrit le journal. Des Béninois se plaignent. Flambée du prix du maïs. Ce que le gouvernement ne nous dit pas, c'est dans les colonnes du journal Matin Libre. Les 4 vérités pavées policières dans le cadre du contrôle du port de casque. Opposition et mouvance interpellent le gouvernement Nord-Sud quotidien. Céréales, tubercules, ananas, cajou, les chiffres sur les productions en 2024 a placardé à manchette Nord-Sud quotidien ce matin. Passons à l'événement précis. Interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale. Forte mobilisation contre les brutalités policières. Le quotidien La Boussole créé socio-économique sous la rupture. L'honorable Kamel Ouassangari résume les 8 ans de talent au prix du maïs. Le Béninois libéré Criette, affaire de 780 kg de cocaïne retrouvée dans l'un des magasins de Hazarjan. Du nouveau dans le dossier nous apprend. Le journal et puis lutte contre la cybercriminalité, 17 présumés gaïman balayés de la circulation dans 3 départements. Nous souffle donc le journal. Le grand jury douane Borgou à Libori, 960 kg de faux médicaments saisis à Tchaourou. Bénin intelligent, journée des mémoires de la réconciliation en Martinique. Le maire Eugène Lachir expose le menu, le potentiel excès de zèle dans la répression contre les infractions au code de la route. La hiérarchie policière lance la purge des flics zélés. Décryptage info, campagne agricole 2023-2024, baisse du rendement du maïs et du riz au Bénin d'après décryptage info. Nous sommes maintenant avec Dabarou au sujet de la consommation de l'alcool frelaté à Wassapéonko. C'est la boisson tous les jours, on ne fait qu'enterrer des jeunes, déplore le maire Ouroumaré dans les colonnes du quotidien qui paraît au nord du Bénin. Le routier appelle à libération du professeur Joël Aïvo. 13 enseignants de l'université d'Abomey Calavi écrivent à Patrice Talon.
Et nous voici de retour à la une, fraternité pour la deuxième lecture, ministration dans les grandes agglomérations. 7 mois après l'annonce, une implantation à tâtons, encore des quartiers délaissés à Cotonou, que la vie toujours dans l'attente. Appel pour la libération de Joël Aïvo. 13 enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi ont écrit à Patrice Talon, Sabrina, Amandine, Royimo, esthéticienne. Elle se prononce à propos du maquillage en période de chaleur. Le climat n'a aucun lien avec le maquillage. Il y a juste un inconfort pour la personne maquillée, a confié la spécialiste. Et puis, mise en service de la mini-centrale solaire photovoltaïque de Zobo-Domain, Angie Energy Access révolutionne le quotidien des habitants de Doroué. Voilà donc ce qu'on peut retenir du tour d'horizon de la une des journaux ce matin. À l'intérieur de Fraternité, le quotidien qui nous amène à faire le constat, 7 mois après le lancement officiel en tout cas, de l'implantation des mini-stations à Cotonou et à Abomey-Calavi. Ça traîne les pas, ce n'est pas encore le rythme normal. Il y a des quartiers qui sont délaissés à Cotonou, Calavi est même oublié. Doit-on dire, selon le constat du journal présenté à la page 2 de la production du quotidien ce matin. Je vous propose d'acheter le journal et de lire la production de Ange Pauline Touama à ce sujet-là. Au sujet de Joël Aïvo, il y a que ses collègues enseignants-chercheurs ne se reposent pas. Encore un autre lot qui a écrit à Patrice Talon pour demander au chef de l'État de penser à la libération de l'enseignant d'université gardé depuis maintenant 3 ans à la prison civile de Cotonou. De quoi retourne un peu l'appel. Fraternité vous propose l'intégralité du message de ces éminences grises. Et puis, cette culture, note de culture, pardon, qui pourrait vous intéresser, provenant du Sénégal, il y avait un projet de vente de la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor, le tout premier président de ce pays. Eh bien, pour sauver les meubles, l'État a décidé de racheter tout ce bien afin de le mettre au service de la jeunesse et de la culture. Fraternité est revenu là-dessus. Fraternité vous propose aussi, sa page 9, le récapitulatif de l'actualité sur le continent, en Libye, au Togo aussi, avec la position de la CEDEAO concernant ce qui se passe là-bas en termes donc d'élections législatives et de campagne électorale. Vous avez des détails à lire dans les quotidiens du journal. Je vous rappelle que si votre livret n'est pas encore passé ce matin, faites un tour sur le net. Fraternité est disponible sur Internet. Lisez, informez-vous de façon plus crédible. En tout cas, c'est le meilleur quotidien à Cotonou. Et comme vous êtes à Cotonou, la meilleure télévision, c'est Canal 3 Bénin. Actuellement, vous suivez Actu Matin. Nous venons de faire le tour d'horizon de la une des journaux ce matin. On va passer à un deuxième acte de la deuxième partie de cette matinale. C'est le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. On venait ce matin avec des images de la cérémonie de signature d'accord, de protocole d'accord entre la Chambre des métiers de l'artisanat et les directions départementales en charge de la formation professionnelle. Des documents signés en vue de permettre aux différentes directions d'avoir des ressources conséquentes pour l'organisation de l'examen de certificat de qualification au métier de la session d'avril 2024. Clément Achadé nous fait le point. Et puis d'autres images aussi, celle de la mise en exploitation du premier site MySold Grid de Angie Energy Access au Bénin. Cette mini-centrale solaire photovoltaïque réalisée sur fonds propres de la société est appelée à fournir l'électricité à 1000 ménages dans la localité, s'il vous plaît. Imet Hélène Amoussou en était témoin. Voici le bulletin. À quelques jours de l'organisation de la session d'avril 2024, Teddy Goudalo, de la session de l'examen du certificat de qualification au métier, les acteurs se mettent en ordre de bataille. Tanguy, absolument, en témoigne cette signature de protocole d'accord entre la Chambre des métiers de l'artisanat et les directions départementales en charge de la formation aux professionnels. Tanguy, vous le disiez tantôt, des documents sont signés en vue de permettre aux directions d'avoir
les ressources conséquentes pour l'organisation de cet examen national. La cérémonie de signature a eu le lundi dernier au siège de la Chambre des métiers de l'artisanat, c'est à Cotonou. Clément Achadé. Cette signature consacre l'envoi en mission des directeurs départementaux en charge des enseignements techniques et de la formation professionnelle dans le cadre de l'organisation des examens de certificats de qualification au métier. Les protocoles d'accord signés ici entre la Chambre des métiers de l'artisanat et les dites directions départementales représentent en effet l'outil de gestion qui favorise l'acquisition des matières d'œuvre, mais aussi d'autres dépenses relatives à cet examen. Ce protocole d'accord fera objet de mise à disposition des ressources pour la bonne organisation de l'examen du CQM session avril 2024 et permettra à assurer les différentes dépenses prévues et le fonctionnement des différents organes mis en place. Donc c'est un processus qui vise à améliorer quand même l'organisation de cet examen. Vous savez que nous avons rencontré beaucoup de difficultés. Cette fois-ci, nous en tirons les leçons et nous essayons de nous améliorer en matière surtout de communication. Nous avons largement innové sur les conditions d'inscription au CQM. Cette démarche de la Chambre des métiers de l'artisanat vise à améliorer l'organisation pratique du certificat de qualification au métier, session d'avril 2024. À cette cérémonie de signature de protocole d'accord, les autorités ministérielles, comme celle de la Chambre des métiers de l'artisanat, ont toutes prodigué des conseils quant à la bonne gestion de ces fonds qui seront alloués à chaque département. C'est pour donner un total de 186 912 000 francs que nous aurons assignés ce soir avec les directions départementales. Ce montant, ce n'est pas pour les directions. Ce montant est prévu pour l'acquisition des matières d'œuvre. Ça ne revient pas à un directeur d'empocher. Loin de cela, il faut véritablement une gestion efficiente. Il faut que véritablement que ça puisse être fait comme cela a été demandé. Nous sommes là seulement, les lettres, les chiffres vont passer. Madame la directrice, c'est tout le monde, même les directeurs. Sinon, on dit CQM, on dit c'est moi, prends l'argent, le président avec ça. On n'a rien, on ne pourra rien là. Tout est classé. Ce que ces montants doivent faire déjà est connu. On ne veut plus entendre ici, avec tout ce que nous avons dit là, on dit tel endroit, on n'a pas eu temps, alors que les prévisions étaient faites. C'est pourquoi je reviens sur ça. Passé la signature de ces protocoles d'accord, les représentants de chaque département sont repartis avec l'engagement de réussir la prochaine session du certificat de qualification au métier. Voilà donc pour ce point de Clément Achadé. Le Bénin accueille depuis avant-hier la première session francophone de la formation SL, entendez cours exécutifs pour les leaders en évaluation, fruit d'un partenariat entre l'Université nationale de Singapour et l'Université d'Abomey-Calavi. Cette session de formation se tient grâce à l'appui financier de l'UNICEF. La cérémonie de lancement s'est tenue dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itnour. Le compte rendu. Équiper les cadres supérieurs des gouvernements des pays en matière d'évaluation pour une prise de décision éclairée. C'est le but de cette formation co-organisée par l'école d'administration Lee Kuan Yew de l'Université de Singapour et l'école nationale d'administration de l'Université d'Abomey-Calavi. Démarrée ce lundi 15 avril 2024, cette formation en présentiel est prévue pour durer une dizaine de jours. La formation qui démarre ce jour et qui réunit de hauts responsables gouvernementaux s'insère opportunément dans la dynamique d'une bonne action publique béninoise. En effet, depuis 2007, le gouvernement du Bénin a affiché sa volonté de faire de l'évaluation un outil d'amélioration continue des services publics rendus aux populations. Je voudrais vraiment les remercier. Remercier vous-même, Madame la représentante adjointe et toute votre équipe, ainsi que l'équipe de Madame Ahmed. L'honneur que vous nous faites sera mérité et nous nous battrons pour que cette formation ne quitte plus jamais le Bénin.
Réunis à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno à l'UAC, les participants à cette formation, dénommée cours exécutif pour les leaders en évaluation, vont élaborer des politiques et stratégies dont la mise en œuvre pourrait garantir de meilleurs résultats pour les enfants et les adolescents. Une formation qui bénéficie de l'appui financier de l'UNICEF. Il y a les objectifs d'accroître notre apprentissage, nos connaissances générales, nos connaissances techniques, mais il y a aussi de comprendre plus profondément les distinctions entre les approches, par exemple, d'évaluation, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs complémentarités. Il y a aussi l'objectif d'accroître les capacités individuelles, institutionnelles et l'environnement social. La formation Excel donnera également l'occasion aux délégations nationales de mettre en place les connaissances acquises à travers l'élaboration d'un plan d'action. Je renouvelle ici le soutien de l'UNICEF aux interventions de la fonction évaluative mise en œuvre par les gouvernements et contribuant à la réalisation des droits des enfants, des adolescentes et adolescents. Au total, 10 pays sont représentés à cette 8e tournée de l'Executive Course of Evaluation Leaders Excel. Il s'agit du Bénin, de l'Algérie, du Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Tchad, le Cameroun, la Guinée-Bissau et de la République d'Haïti. C'est un reportage signé Esther Tofa et Rachidi Souberou. Sur ces images, à présent, séance de sensibilisation des femmes sur les lois qui existent en leur faveur à Cotonou. La plateforme est présentée à ces dernières qui ont exprimé leur satisfaction. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui va s'étendre sur les 16 autres communes du Bénin. La séance de sensibilisation est portée par le projet Suède. Pour finir, cérémonie officielle de remise, sinon de mise en exploitation du premier site MySol Grade de NG Energy Access Bénin. L'infrastructure est implantée à Dohoué, dans un village de l'arrondissement de Zoukou, dans la commune, bien évidemment, de Zogbo-Domé. Cette mini-centrale solaire réalisée sur fonds propres de la société est appelée à fournir l'électricité à 1000 ménages de la localité. Elle est le fruit de l'engagement de NG Energy Access Bénin à offrir aux populations des solutions d'énergie durable, propres et à moindre coût. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. Premier site MySol Grid de NG Energy Access Bénin, la mini-centrale solaire de Dohoué est enfin fonctionnelle. L'infrastructure est réalisée sur fonds propres de la société. Elle est officiellement mise en exploitation au grand bonheur des populations bénéficiaires des autorités locales de l'arrondissement de Zoukou ainsi que celles de la commune de Zogbo-Domé. Depuis trop longtemps, nous avons vécu dans l'obscurité, privés de l'électricité, des opportunités qu'elle apporte. Mais aujourd'hui, grâce à l'engagement de NG Energy Access Bénin, tout cela a changé. Je voudrais profiter de l'occasion pour, une fois encore, prendre l'engagement d'être derrière ma population en sensibilisant les liens pour que les clauses qu'il y a dans le contrat soient bien respectées. D'une capacité de 135,3 kW crête, ce mini-réseau va entre autres permettre à court terme de donner accès à l'électricité à plus de 1000 personnes dans le village. Je suis entièrement ravie de partager avec vous le chiffre 243 qui représente 243 abonnés déjà dans ce village enregistrés pour bénéficier de cette source d'énergie fiable. Ce mini-réseau solaire de Dohoué est le tout premier d'une longue liste à venir. Il permettra à court terme de donner accès à l'électricité à plus de 1000 personnes dans le village, de développer des usages productifs de l'électricité tels que l'implantation d'une unité de transformation de noix de palme, des moulins à maïs, des réfrigérateurs, des congélateurs, des postes de soudure,
et bien d'autres commerces. Bien plus qu'une simple source d'électricité, cette mini-centrale est surtout un symbole d'espoir, de progrès et de possibilités infinies. Je suis également ravi de vous informer qu'ici la fin de cette année 2024, nous aurons achevé la construction de 20 mini-grids, soit mini-réseaux supplémentaires à travers le pays. Ces mini-réseaux cofinancés par le Millennium Challenge Account Bénin 2 fourniront ensemble une capacité installée de 1,2 MW, éclairant la vie de plus de 30 000 personnes dans 20 localités. En effet, l'accès à l'électricité, comme vous le savez, n'est plus un luxe. Il s'agit d'un droit fondamental, un levier puissant pour le développement socio-économique de nos communautés. C'est pour cette raison que le gouvernement ne cesse de consentir des efforts nécessaires en vue d'assurer à toute la population béninoise l'accès pour tous à une électricité de qualité, en quantité suffisante et à un prix juste. Pour rappel, NJ Energy Access Bénin est une société filiale de NJ Energy Access, elle-même filiale du groupe NJ. Elle est présente dans 9 pays africains et développe des solutions solaires hors réseau innovantes pour les foyers, les services publics et les entreprises. L'ambition des responsables est de rester la première entreprise d'énergie propre en desservant des millions de clients d'ici 2025. Voilà, Imet Hélène Amoussou, ce sera tout pour ce bulletin matinal que j'ai eu le plaisir de vous avoir présenté. Je vous retrouve lundi prochain si nous tirons une prête fille. Tanguy Agoy, bonne journée. Bonne journée. Tu dis Goudala. Merci, surtout pour cet exercice matinal. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Au menu de sport matin, ce matin essentiellement du football avec cette folie de match, notamment qu'il y a eu hier au titre donc des quarts de finale de la Champions League. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, hier, le Paris Saint-Germain qui se qualifiait en Espagne au Barcelone face à l'équipe de Barcelone, pardon. Et puis aussi les Allemands qui se qualifiaient face aux Espagnols de Atlético Madrid. Oui, les Parisiens qui ont réalisé un exploit assez intéressant à l'extérieur. C'était donc hier face au FC Barcelone pour la manche retour des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Une remontada, même si l'écart au départ était seulement d'un seul but avant l'ouverture du score par le FC Barcelone. Et il faut dire, les Parisiens l'ont réussi grâce à l'orchestre, au chef d'orchestre de la remontada du FC Barcelone il y a quelques années. C'est bien sûr Luis Enrique qui était sur le banc parisien et c'est lui qui a réussi le coup cette fois-ci contre son ancienne équipe. Le FC Barcelone s'incline 4-1, s'il vous plaît, à l'arrivée face à l'équipe barcelonaise. Réduction du score ou bien égalisation par Ousmane Dembélé. Les Parisiens vont prendre l'avance grâce à Vitinha sur les images et ensuite ce sera le doublé de Kylian Mbappé, penalty. Et puis en fin de rencontre, le capitaine des Bleus permet à sa formation donc de se qualifier cette fois-ci pour les demi-finales. De l'autre côté, c'était le Borussia Dortmund qui avait seulement un seul but à remonter après le début contre un de match à l'aller. Et puis l'équipe allemande a réussi à revenir au score grâce bien sûr au soutien de du mur jaune. 4-2 à l'arrivée pour les Allemands qui aussi compostent les billets qualificatifs pour le prochain tour, c'est-à-dire les demi-finales. On aura une affiche Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. C'est bien sûr l'affiche à suivre en demi-finale après donc les deux premières explications de ces quarts de finale disputés hier. La suite, ce sera ce soir, Tanguy. On aura deux grandes finales. Le Bayern de Munich sera à domicile face à Allianz Arena face à Arsenal. Il faut noter que c'était un score de parité, 2 buts partout à l'aller à partir de 20h. Donc les Bavarois vont en découdre avec les Gunners d'Arsenal. Et puis du côté de l'Angleterre, Man City aura pour adversaire le Real Madrid. Et là aussi, il y avait eu un score de parité à l'aller, 3 buts partout, s'il vous plaît, entre ces deux formations, je dirais, deux gladiateurs. Allez, ça va être assez intéressant. Deux adversaires qui se connaissent très bien, hein, en tout cas, et qui pourront nous offrir certainement
vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. 1974, 2024. 50 ans déjà que le Centre international pour le développement des engrais, International Fertilizer Development Center, IFDC, intervient dans le développement agricole et la sécurité alimentaire. 50 ans de développement de l'agriculture depuis la base. Rejoignez-nous pour les journées portes ouvertes dans les bureaux de IFDC à Cotonou le 18 avril 2024. Venez nombreux découvrir les réalisations de IFDC au Bénin ainsi que les opportunités de collaboration. Au programme également le lancement officiel de la foire itinérante du programme ACMA 3. Du 19 au 21 avril à Dassazoumé, du 23 au 25 avril à Ndali et du 27 avril au 29 avril à vous l'aurez certainement compris, hein, quelques petits soucis, notamment liés à la fourniture de l'énergie électrique. Vous suivez Actu Matin ce matin et nous étions à l'étape de Sport Matin avec la livraison des informations liées au quart de finale joué hier. Ali Mouni vous projetait la journée de ce mercredi avec un match assez alléchant prévu pour se jouer en Angleterre. Ce sera toujours comptant pour les quarts de finale de la Champions League. Le Real Madrid qui se déplace à Manchester pour affronter City justement. On verra ce que ça donnera de ce côté-là. Allez Mouni, on revient au pays, on va continuer à parler football. Oui, on va parler football avec le retour donc du championnat de l'élite après près d'une semaine de pause au niveau de la Ligue Pro Sud. On aura donc les rencontres de la 6e journée. C'est bien sûr la deuxième étape du championnat national de cette saison 2023-2024. Ce mercredi 17 avril, donc dans la zone A et B, la zone septentrionale et la zone sud et centre du pays. ABFC affrontera l'équipe des Buffles FC de Parakou. Ce soir, Dynamo FC de Parakou aura pour adversaire AS Tonnerre de Boycon. Rodio jouera contre l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Pendant ce temps, l'équipe de Panthères et Ploritangué, vous savez très bien, avec la disparition du président de cette formation, El Hadj Raji Soumanou. Et donc, les Panthères auront pour adversaire Soleil FC. Et puis, pour finir, on aura donc la rencontre Béké également qui sera en explication pour le compteur de cette journée. Du côté de la zone C et D, Avrancourt Omnisport affrontera AS Police. Il y aura la rencontre entre Jeff AFC et la jeunesse athlétique de Ketou. Aïnovi affrontera la jeunesse sportive de Ouida et puis AS Voix affrontera Aziza FC. On va descendre d'un cran pour parler de la Ligue 3. Là, on parle de la 16e journée. Au niveau de la zone A, Sitatunga accueillera donc l'équipe de CFS ce soir à partir de 16h. Ça va être assez intéressant. Après s'être imposé donc au deuxième au classement général, Jam 5 buts à 0. CFS affrontera le leader ce soir, c'est-à-dire Sitatunga, pour donc la 16e journée. Et Talon accueillera du côté de Ouida l'équipe d'Abisport. Tambo jouera contre Espérance. Jam sera l'adversaire de l'USS Craqué. Et puis pour finir, la JSV jouera contre l'équipe d'Azos. Tanguy, on ne finira jamais de parler du format du championnat en cours avec les 36 équipes qui constituent l'élite. La question est toujours d'actualité, même si les autorités promettent revenir à la normale à partir de la saison 2025-2026. Mais en attendant, les passionnés vont devoir encore assister à ce format la saison prochaine. Que pensent les acteurs de ce format? Cela fait donc la 3e édition. On a réalisé un petit élément puisque c'est le retour au stade pour la deuxième partie de cette deuxième phase de la saison. Et donc, élément de réponse sur le format du championnat dans ce reportage signé Candido Rouentan. Le 22 décembre 2020, la Fédération béninoise de football a opté pour un championnat professionnel à 36 clubs dénommé la Super League qui constitue l'élite du championnat national.
C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Grand Popo et selon les décideurs, la Super League devait se disputer en 2 phases. La première dénommée Ligue Pro, qui réunit 36 clubs répartis en 4 zones de 9 équipes, au thème de laquelle les 4 meilleurs clubs de chaque zone se qualifient pour la Super League Pro de 16 clubs, à l'issue de laquelle les clubs classés premier et deuxième représentent le Bénin, respectivement dans les préliminaires de la Ligue africaine des champions et les préliminaires de la Coupe CAF. Les 20 autres clubs qui ne sont pas qualifiés pour la Super League Pro disputent la Ligue Pro Suite pour ce qui est de la seconde partie du championnat. Ils s'affrontent dans un tournoi de 2 zones de 10 équipes, puis les 2 derniers de chaque zone descendent en Ligue 3 au profit des 2 premiers de la 3e division qui montent directement dans l'élite. Le format actuel du championnat ne permet pas d'avoir des performances parce qu'aucun club béninois n'arrive à franchir la barrière des barrages, des tours préliminaires des compétitions africaines. Ça veut dire que notre championnat n'est pas compétitif. On n'arrive pas à se qualifier pour le CHAN. Il faut dire que ça pompe énormément. Il y a beaucoup de matchs et il faut faire beaucoup plus de dépenses. Et en plus de ça, la Coupe du Bénin, il n'est pas possible d'avoir du temps pour jouer la Coupe du Bénin, qui est aussi une compétition, parce que normalement c'est celui qui est qualifié en Coupe, celui qui gagne la Coupe du Bénin qui joue normalement les compétitions, la Coupe CAF. Ça n'a pas fonctionné, le résultat n'a pas été ce que ces dirigeants ont pensé et il n'y a plus de compétitivité. Longtemps espéré étant désiré par la majorité des différents acteurs du football béninois, le championnat national de football du Bénin va faire son retour à son format initial, celui linéaire dès la saison 2025-2026. C'est la nouvelle réforme annoncée par le ministre en charge des sports du Bénin le 3 novembre 2023 au cours de sa rencontre avec le comité exécutif de la Fédération béninoise de football au centre de formation de Ndali. Une réforme qui vise à moderniser et rendre plus dynamique le championnat national de football du Bénin. C'est une très bonne idée de revenir à l'ancienne formule. Là, il y aura plus de compétitivité, il y aura une lutte terrible parce qu'il y aura la zone de relégation qui sera là. Donc, personne n'aimerait rester dans la zone rouge. Donc, les clubs vont beaucoup se mettre au travail. Je pense que ça va redonner une vivacité à notre championnat et c'est une bonne chose. La méthode, j'adhère, j'épouse et je pense que c'est bon. On va revenir à un format qui va redonner une autre qualité à notre championnat parce qu'il y aura de l'ambition à tous les niveaux, il y aura des défis, il y aura des objectifs à tous les niveaux. Soit on veut monter en division supérieure, soit on veut se maintenir, soit on veut le titre. Ça va nous permettre d'avoir moins de matchs. Ça va permettre à la fédération, même à la ligue professionnelle, de disposer d'assez de temps pour organiser la Coupe du Bénin. C'est une compétition très importante parce que il faut qu'on arrête de dire que bon, le deuxième du championnat ira en coupe de confédération. L'autre chose aussi, c'est que ça va permettre aux joueurs de souffler un peu. Ce serait d'abord une tâche facile pour les entraîneurs, pour pouvoir aller repêcher les joueurs, non seulement par rapport à l'âge et par rapport à la qualité de jeu et la performance de chaque joueur dans son championnat. Et l'autre chose, c'est que les enfants vont évoluer en progressant étape par étape. Toutefois, passionnés et acteurs devront encore assister la saison prochaine au format de la Super League avant d'observer le changement du format dès la saison 2025-2026. Allez, vous l'avez bien compris, il va falloir attendre donc la saison prochaine 2025-2026 pour assister donc au format normal où on va procéder donc de la Ligue 3, on va passer de la Ligue 3 à la Ligue 2 et ensuite à la Ligue 1, c'est-à-dire voilà le championnat de l'élite, même si la Ligue 2 et la Ligue 1 sont les championnats professionnels, en tout cas pour l'instant, il faut brûler les étapes, passer directement de la Ligue 3 à l'élite et donc voilà la triste réalité que nous vivons actuellement. Tanguy. Oui, mais cela a un intérêt quand même, c'est de favoriser la rapide montée de ceux qui font un effort en Ligue amateur. Oui, c'est favorisé, mais en d'autres termes, ça ne les avantage pas, puisque quand vous venez, il y a cet écart de performance qui est très considérable. Et ma foi, pour la plupart de ces équipes qui viennent, ils sont ils repartent directement encore en Ligue 3. Oui, c'est assez compliqué. C'est une désillusion, doit-on dire, voilà, en quelque sorte. Mais on espère en tout cas qu'on va retrouver le format normal. Pourquoi ça doit attendre 2 ans encore? Oui, parce que la saison
si est en cours quand la décision est prise par l'autorité. Et donc, il ne faut pas décider des règles de jeu pendant le jeu, mais plutôt avant de commencer le jeu. Donc, on va attendre la saison prochaine, décider maintenant à l'unanimité qu'à partir de la saison qui va suivre, tout le monde est au courant on va faire un retour à la normale. Donc, pour ceux qui vont être relégués, qu'ils soient prêts pour accepter le sort. Il y a longtemps qu'on l'a annoncé ainsi. Non, on n'avait pas annoncé ça. C'était juste des supputations, surtout au niveau des acteurs qui déploraient en fait cette réalité-là. Et ce n'était pas une décision qui est entérinée au niveau je dirais de l'exécutif du sport. Je vais parler du ministère des Sports, puisque c'est l'instance l'institution qui d'une manière ou d'une autre a apporté cette réforme qui a été donc entérinée par la fédération. D'accord. Allez, Ali Moumouni, merci beaucoup pour ces informations sportives. Je rappelle qu'on était là sur Sport Matin avec le tour d'horizon de l'actualité des sports. Je l'ai annoncé en début de l'émission, notre invité Michel Aono sera au téléphone ce matin. Il a d'ailleurs décroché déjà notre appel. Voici l'invité ce matin. Je rappelle, Michel Aono est président du comité cadre de presse. Michel Aono, bonjour. Bonjour, cher confrère Tanguy. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. On va ensemble examiner le processus électoral qui est en cours au sein de la corporation. Vous le savez, les journalistes apprêtent à voter pour leurs représentants au sein de la prochaine mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le dépôt des dossiers a été clôturé déjà. On connaît à peu près ceux qui seront candidats. On n'a pas encore une idée peut-être de ce qu'ils feront quand ils seront élus. Comment appréciez-vous ce qui a été fait jusque-là, M. Aono? Merci, cher confrère Tanguy. Je dirais que nous savons déjà quand est-ce qu'ils seront élus parce que la HAC, en collaboration avec la Sénat, conformément aux dispositions du cadre juridique des élections, a déjà fixé la date des élections, c'est le 9 juin. Et je crois que la période de la campagne électorale doit être 2 semaines avant le 9, je crois vers entre le 20 et le 25 mai, je n'ai pas la précision, mais je sais que l'élection aura lieu le dimanche 9 juin. Et cette date a été confirmée par une décision de la HAC portant convocation du corps électoral. Et suivant le calendrier en cours, nous avons procédé déjà au recensement, à l'inscription des électeurs. La liste électorale provisoire est disponible. Et ceux qui ont l'ambition de nous représenter ont déjà déposé leur dossier. Mais je vais commencer par vous dire que déjà l'article 24 du cadre juridique des élections a été déjà violé. Comment ça? Parce que les dépôts des dossiers ont été effectués entre le 1er avril et le 5 avril, donc bouclés le vendredi 5 avril. Et l'article 24 du cadre juridique indique que 5 jours ouvrables après cette clôture, les récépissés définitifs de déclaration de candidature doivent être notifiés aux candidats retenus, auquel cas il leur sera signifié le rejet de leur dossier. 5 jours ouvrables, ça fait la semaine dernière. Et si on prend en compte la journée du mercredi qui était un jour férié, c'est que obligatoirement, lundi ou hier mardi, les candidats devaient obtenir leur récépissé définitif, ce qui n'est pas le cas jusqu'à hier soir. Donc nous espérons bien que ça va se faire dans la journée d'aujourd'hui. Sinon, ce que je suis en train de faire remarquer, c'est qu'il y a déjà une violation des dispositions de l'article 24. Est-ce que cela pourrait entacher outre mesure de la qualité du scrutin qui arrive? On connaît à peu près ceux qui sont journalistes. Oui, encore qu'à ce niveau-là aussi, et par rapport à la liste électorale provisoire qui est rendue disponible, je rappelle encore que la liste a été rendue disponible mercredi, qui était aussi un jour férié, alors que le cadre juridique indique que nous avons 72 heures pour faire des observations. 72 heures, ça doit faire, si on considère que mercredi est férié, ça fait jeudi, vendredi, et il faut aussi la journée du lundi, c'est-à-dire la journée du lundi dernier. Alors, par rapport à ça aussi, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ne figurent pas dans le fichier électoral, qui se sont retrouvés sur la liste électorale. Nous avons fait les observations que nous avons déjà convoyées au niveau de la HAC. Et à ce niveau-là aussi, c'est la Sénat qui a confectionné les listes. Mais pour déposer les observations, la Sénat nous a fait savoir que c'est à la HAC qu'il faut envoyer les observations. Donc ça nous a paru un peu bizarre parce que c'est la structure qui a confectionné la liste qui peut avoir la main pour faire les corrections
correction dans la liste. Mais on nous a envoyé vers l'autre institution, ce que nous avons fait, et nous espérons que dans le cadre de la collaboration qu'il y a entre la HAC et la Sénat en ce moment, le nécessaire sera fait pour que, à la liste définitive des électeurs, qu'on ne puisse pas voir des gens sur cette liste qui ne figurent pas dans le fichier électoral. Qu'est-ce que j'appelle fichier électoral? Le fichier électoral, c'est l'ensemble des professionnels des médias détenteurs de la carte de presse. À l'exception, à l'exception des 2 cas qui nous font problème par rapport à nos conseillers qui nous représentent en ce moment et qui sont candidats à leur propre succession. Oui, en dehors de ces cas, je ne parle pas de ce cas parce que c'est des cas que nous avons évoqués devant les juridictions et donc je ne parle pas de ces cas-là maintenant, mais je parle des autres professionnels des médias qui ne figurent pas dans le fichier électoral, c'est-à-dire n'ayant pas la preuve qu'ils sont détenteurs de la carte de presse ou éligibles à la carte de presse, mais qui se sont retrouvés sur la liste. Nous avons essayé d'extirper tout ça, et nous avons mis dans des observations que nous avons déjà convoyées à la HAC. Il y a une chose qui vous embête justement, au-delà des 2 cas que vous aviez cités, l'exigence en tout cas pour l'inscription sur les listes électorales d'avoir approuvé qu'on est journaliste, et vous pensez qu'il faut privilégier la carte de presse avec les difficultés qu'on a connues par le passé, le mécanisme de délivrance de la carte de presse. Est-ce que vous ne pensez pas que votre exigence est un peu de trop? Non, ce n'est pas de trop. La belle preuve, la HAC a fini par accéder à notre requête. Parce que pour aller s'inscrire sur les listes électorales, il faut fournir d'abord la carte de presse, si vous l'avez déjà, ou vous donner la preuve que vous êtes déjà éligible. C'est-à-dire que vous figurez sur une décision rendue par la HAC portant sur les éligibles à la carte de presse. C'est accessoirement à ça que la HAC a demandé le CIP. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ce qu'on retient maintenant, c'est que la HAC a fini par comprendre qu'il faut forcément la carte de presse pour identifier l'acteur des médias. Et donc, nous sommes déjà satisfaits par rapport à ça. Je pense que tous ceux qui sont allés s'inscrire ont pu donner la preuve qu'ils sont détenteurs de la carte de presse. Et c'est pour cela que nos observations ont été faites par rapport à ça. Parce que nous avons constaté sur la liste électorale provisoire qui a été rendue publique par la HAC qu'il y a des gens qui n'ont pas la carte de presse, qui ne figurent pas sur les décisions de la HAC portant sur la liste des éligibles, mais qui sont allés s'inscrire avec attestation de travail ou avec d'autres pièces. Ceux-là, nous les avons identifiés et nous les avons extirpés des rangs. Et nous avons envoyé les observations à la HAC, comme quoi c'est la HAC même qui a fait le communiqué pour dire qu'il faut la carte de presse pour montrer qu'on est éligible. Et c'est après ça qu'on faut ajouter maintenant CIP ou d'autres pièces. Et c'est le cas spécifique concernant nos conseillers qui siègent en ce moment. Eux, on ne leur fait pas exigence de la carte de presse, mais ils peuvent sortir leur décret de nomination escalité. Voilà, donc là maintenant nous attendons que la HAC puisse prendre en compte ces observations que nous avons faites. Et certains confrères l'ont fait aussi individuellement, donc dans l'ensemble, la HAC aura à charge de veiller à tout ça en collaboration avec la Sénat pour que sur la liste définitive, qu'on puisse voir effectivement des professionnels des médias qui sont effectivement dans le fichier électoral. Parce que celui qui n'est pas dans le fichier électoral ne peut pas se retrouver sur la liste électorale. Dans aucun processus électoral, on ne peut observer cela. Et l'autre chose que j'avais à dire, c'est qu'il y a eu des couacs dans le processus d'enregistrement des potentiels électeurs. Et la HAC, le président de la HAC a signé le communiqué le 18. Le communiqué a été rendu public seulement le 20, 2 jours plus tard. Nous avons fait avec. Et il y a eu des réclamations. Et puis, il me semble que la HAC a accédé et a compris qu'effectivement, il fallait proroger. Et le président de la HAC a signé un communiqué pour proroger. Et dans la prorogation, les agents de la Sénat qui avaient à charge de l'enregistrement à certains endroits ont fermé les bureaux d'enregistrement avant terme. Cela s'est passé dans plusieurs localités. À Parakou précisément, les agents n'étaient pas disponibles. Or, des procès de médias sont rendus à l'antenne régionale, par exemple, pour l'enregistrement. On constate que les agents n'étaient pas là. Et cela a été signalé. Et le dernier jour, carrément, certains ont décidé de ne pas se présenter pour recevoir les enregistrements. Alors qu'il y avait des professionnels des médias qui voulaient profiter de cette période de prorogation pour se faire enregistrer. Cela s'est fait remarquer par endroit. Et l'autre chose que nous avons remarqué par endroit, c'est que les agents de la Sénat qui ont fait le recensement ont accepté de prendre attestation de travail chez certaines personnes pour les faire enrôler. Nous avons dénoncé ça là aussi. Et je pense que ça fait partie des observations dont la Sénat et la HAC pourront tenir compte. Oui, la HAC pourrait, en tout cas, pour les jours à venir, se prononcer sur ces différents cas-là. Pour le reste du processus électoral... Mais ce ne sont pas des difficultés qui sont de nature à entacher... Justement, c'est ce que j'allais vous faire. C'est ce que j'allais vous faire comme question. Quelle est votre opinion, quelle est votre perception de la suite du processus tel qu'il se déroule actuellement? Ce qui se passe actuellement, moi je pense que comme la liste électorale provisoire est déjà disponible et qu'il est donné
aux potentiels électeurs ou aux candidats de faire leurs observations. La HAC a reçu les observations. Je pense que la HAC va transmettre ça à la Sénat et quand nous aurons la liste électorale définitive, on saura qui sont ceux qui sont les électeurs. Et puis, quand les candidats, on va leur notifier leur récépissé définitif de candidature. Là, nous saurons maintenant qui sont les candidats et qui sont les électeurs. Et c'est ces deux parties-là qui font une élection. Donc, nous espérons très bien qu'au cours de cette semaine, que tout ceci soit vidé. Une dernière curiosité, le temps de vous laisser vaquer à d'autres occupations, même si on n'a pas encore commencé la campagne électorale. En tout cas, on votera pour ceux qui vont représenter la presse pour la prochaine mandature de la HAC. Vous avez longtemps défendu la valorisation de la carte de presse avec la configuration de la HAC et surtout la faiblesse numérique des représentants des journalistes au sein de cette institution. Pensez-vous véritablement qu'il pourrait avoir comme priorité cette valorisation-là, ceux qui vont s'installer pour la prochaine mandature? Je pense que nous aurons le temps de poser la question aux uns aux autres au cours de la période de la campagne électorale. Parce que ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir au sein de la HAC des conseillers qui s'occupent véritablement des chantiers de la corporation parce que eux, ils tirent leur légitimité de leurs confrères. Donc, l'infériorité numérique dont vous parlez, je pense que ce n'est pas un problème. C'est une question de négociation, de leadership et de disponibilité aussi. Un conseiller à la HAC, ce qu'il peut faire, c'est de faire en sorte que les journalistes puissent obtenir leur carte de presse, le renouvellement et la première attribution à temps. Et nous estimons qu'il est inconcevable que la corporation puisse avoir des représentants au sein de l'institution et que l'institution bloque nos cartes de presse. Donc, notre ambition aujourd'hui, c'est de faire le débat et arrêter des mesures pour que ceux qui vont nous représenter désormais puissent prendre le dossier carte de presse à bas le corps. Parce que ça fait partie des choses les plus importantes parce que si nous ne faisons pas aboutir le chantier de la carte de presse, nous ne pouvons pas parler de sa valorisation et nous ne pouvons pas parler non plus de la jouissance de ses avantages. Donc ceux qui aspirent nous représenter désormais, ils viendront nous voir au cours de la campagne et nous allons leur demander ce qu'ils pensent faire de ce dossier carte de presse principalement pour que à partir de juillet prochain, que la HAC soit restructurée, rénovée. Je ne parle pas seulement de nos conseillers qui sont professionnels des médias. Je vais parler généralement de toute la HAC. Aujourd'hui, la HAC aussi a besoin de réformes. Et ça, nous allons faire ce débat-là au plan politique et institutionnel parce que la HAC, créée en 1940... Mais elle a déjà subi une certaine transformation pendant cette mandature. C'est d'ailleurs cela qui favorise le retour en compétition de ceux qui ont fait la mandature précédente. Non, ça là, c'est par rapport aux dispositions de la loi organique. Ça, c'est la loi organique qui a été modifiée. Non, la loi organique a été modifiée, mais il y a aussi l'aspect concernant la modification de la Constitution intervenue en 2019 qui a favorisé ça, parce que la HAC était la seule institution de la République où le mandat était unique. Et donc, à l'occasion de la révision de la Constitution, le législateur a trouvé qu'il fallait réparer cette injustice et donc la Constitution a permis désormais que le mandat soit renouvelable à la HAC. Donc ça, ce n'est pas des dispositions qui relèvent des professionnels, ça relève du politique. Mais pour ce qui relève du professionnel, c'est que, si moi je dois avoir quelque chose à dire maintenant de façon concrète, c'est qu'il faut que ceux qui sont issus de nos rangs, que de façon périodique, qu'ils viennent quand même nous rencontrer pour nous dire comment les choses évoluent, les chantiers structurants de la corporation, quelles ont été leurs participations. Ce que nous demandons, ce n'est pas qu'ils violent des secrets de délibération, pas du tout. Quand vous prenez un conseiller à la HAC, lorsqu'on finit une session, le rapport d'activité de la session, c'est un document qui est rendu public. Donc je pense bien que nos conseillers peuvent, sur la base de ce rapport, nous rencontrer, nous faire le point de ce qui a été décidé et quelles ont été leurs propositions, quelles ont été leurs participations. Et il faut forcément que la collaboration puisse régner pendant le mandat. Au lieu qu'on soit là à se voir tous les 5 ans, je pense que ce n'est pas tous les 5 ans qu'on réinvente les médias. Donc les médias fonctionnent tous les jours. Par conséquent, ceux qui représentent les professionnels des médias doivent garder le contact avec la base parce que eux, ils tirent leur légitimité de ceux qui les ont portés au sein de l'institution pour défendre les dossiers de la corporation. Ce n'est pas pour rien que le constituant a prévu que c'est pas pour rien que le législateur a prévu que dans l'institution qu'il y ait des représentants des acteurs. C'est parce qu'on a estimé que l'institution traite des sujets liés aux médias. Donc il faut que les acteurs soient représentés. Je trouve que c'est une bonne chose. Et que la prochaine RAC puisse avoir une oreille attentive pour nous écouter et qu'il y ait plus de flexibilité aussi dans les rapports
et que la HAC collabore effectivement avec les associations. Michel Aouno, merci. Merci, cher Tanguy. Une bonne journée. Merci. Retour à Cotonou. On va maintenant voir si ce que je ne comprends pas est prêt avec notamment Franck Aounou qui nous livre justement cette rubrique précisément le mercredi. On fait un tour là-bas puis on revient pour recevoir au téléphone Jacques Débé qui va nous parler de cherté du maïs sur le marché béninois. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les raisons qu'on peut identifier à cela? Élément de réponse tout à l'heure. Mais voici avant cela ce que je ne comprends pas. 1974. 2024. 50 ans déjà que le Centre international pour le développement des engrais, International Fertilizer Development Center, IFDC, intervient dans le développement agricole et la sécurité alimentaire. 50 ans de développement de l'agriculture depuis la base. Rejoignez-nous pour les journées portes ouvertes dans les bureaux de IFDC à Cotonou le 18 avril 2024. Venez nombreux découvrir les réalisations de IFDC au Bénin ainsi que les opportunités de collaboration. Au programme également le lancement officiel de la foire itinérante du programme ACMA 3. Du 19 au 21 avril à Dassazoumé, du 23 au 25 avril à Ndali et du 27 avril au 29 avril à Ce que je ne comprends pas, c'est que les acteurs politiques ont du mal à dégager un leader entre eux pour pouvoir les représenter, disons, aux élections présidentielles et autres. Vous savez, dans chaque parti politique, nous avons tous les acteurs politiques qui ont leur ambition. Et chaque ambition est nourrie selon la vision de chacun. Or, en tant que parti politique que nous sommes, nous devons d'abord œuvrer pour la bonne marche des choses et pour le bien commun. Mais cette ambition que nourrit chacun est souvent basée sur des intérêts personnels, ce qui fait que on a du mal à avoir confiance en l'autre pour dire oui, nous le permettons à ce qu'il nous représente aux élections parce que j'ai mon intérêt et je ne sais pas si mon intérêt c'est son intérêt. Ce que je ne comprends pas est que ils ne puissent pas faire confiance ou du moins laisser l'opportunité à quelqu'un de les diriger. Déjà, c'est à cause de quoi? C'est parce que chacun a son objectif à lui. Donc, parce qu'il a son objectif, il se dit qu'il doit atteindre tel niveau pour pouvoir, comment on appelle, atteindre cet objectif-là. Mais la plupart du temps, c'est pas vraiment bien que tout le monde aspire à être leader. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et la plupart du temps, c'est le pouvoir surtout que la plupart visent. Le pouvoir, la puissance. Parce que quand tu es leader d'un parti politique et que Dieu te donne cette chance d'être président de la République, tu seras appelé à tous ces diriger. Donc, je pense que tout le monde veut être président de la République. Ce que je ne comprends pas, c'est que les partis politiques qui doivent animer la vie politique et qui couvrent toutes les circonscriptions électorales et qui doivent identifier les bonnes personnes et faire l'arbitrage au niveau du comité électoral n'arrivent toujours pas à avoir les candidats à présenter aux différentes consultations électorales. C'est pour cela évidemment que nous devons revoir le mode de fonctionnement de nos partis politiques, que la démocratie soit vécue au sein des partis politiques et qu'au niveau des différentes instances, que des choix soient faits et qu'une communication accompagne tout ça afin que les militants sachent que pour accéder à des responsabilités, il y a quand même un certain nombre d'années de militantisme requis et qu'il faut être formé et qu'il faut passer par l'école du parti, qu'on soit mieux coaché, puisque nous avions besoin de former des leaders visionnaires et anticipateurs de développement. Les partis doivent travailler à cela. Les partis concourent au suffrage, certes, mais les partis ont vocation à former aussi les citoyens à la responsabilité pour que nous puissions poursuivre le développement de notre pays.
Ce que je ne comprends pas, c'est que les partis politiques chez nous, on a eu, vous savez, plusieurs décennies déjà de démocratie au Bénin, mais la version de démocratie que les acteurs qui sont sortis donc de la conférence nationale nous ont proposée, jusque-là, la version, je ne parle pas de la conférence nationale parce que certaines personnes s'attaquent à la conférence nationale. La conférence nationale a produit ce qu'elle doit produire, elle a été merveilleuse, mais ce sont les acteurs qui ont pris le relais à partir donc de la conférence nationale. Le type de démocratie qu'ils nous ont proposé, c'est ça qui nous conduit dans les difficultés que nous vivons aujourd'hui et les difficultés que nous allons encore vivre pour longtemps à venir. Mais pas sur la base d'un projet de société, d'une conception des choses qui véritablement peuvent être incarnées par un ou l'autre des personnalités qu'on peut appeler maintenant leaders. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai lu des choses ridicules là, dans le week-end où on dit oui, nous allons voter pour tel candidat. Vous connaissez bien les candidats que l'on promeut depuis un certain temps. Tel candidat parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, parce qu'il est ci. Vous voyez, comment est-ce que eux, là, ils savent qu'il est ça, il est ci, il est ça, il est ci. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous n'avons pas des cadres. Nos partis politiques ne sont pas des cadres dans lesquels les uns et les autres apprennent à se construire, apprennent à adopter une vision de la société, de notre société, et à essayer de traduire cette vision de société en réalité. Et donc que le leader se dégage naturellement. En fait, moi je l'ai toujours dit, on ne fabrique pas des leaders sur la base de la loi. Les leaders naissent naturellement et émergent naturellement à partir du moment où vous avez une vision claire de là où vous allez, où vous avez des objectifs clairs que vous devez atteindre et des résultats clairs que vous attendez. Voilà. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Nous voici donc au rendez-vous de Économie ce mercredi matin avec notre correspondant à Parakou qui s'occupe justement de cette question, Jacques Degbé, qui nous propose ce matin de parler de la cherté du maïs. Jacques Degbé est déjà en ligne. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour à tous. Le prix du maïs fait grincer des dents depuis quelques jours au Bénin. La céréale produit de base dans l'alimentation des Béninois est carrément intouchable actuellement. Dites-nous, quelle est réellement la situation sur le marché là-bas à Parakou? Oui, Tanguy, la situation, c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que tout le monde vit depuis quelques semaines maintenant dans le pays. Le prix du maïs a tout simplement flambé sur nos différents marchés. Il faut débourser 8 000, 9 000, voire même 10 000 francs CFA pour s'offrir une bassine de maïs ici à Parakou et dans bien d'autres localités, à Cotonou, à Lokossa, à Malanville par exemple, pour ne citer que ces localités-là, la même bassine qui était vendue à environ 5 000, 4 000 même au début de la campagne, donc livrée à un prix nettement plus élevé aujourd'hui. Quant au sac de maïs de 100 kg, les prix aussi
oscille entre 30 000 et 36 000, voire même 38 000 francs CFA. C'est tout simplement un véritable casse-tête pour les consommateurs sur place qui se plaignent au quotidien, qui ont pris d'assaut nos tranches de grogne ici au niveau de Fraternité FM. Mais malheureusement, nous, on n'a pas la solution au niveau de la radio. On ne fait que donner l'information, on ne fait que sensibiliser et donner des conseils pratiques pour que chaque acteur puisse quand même prendre sa responsabilité. Oui, vous êtes au-delà d'une radio, un canal d'information suffisamment puissant pour faire, en tout cas, parvenir aux oreilles des autorités la situation que vivent les populations. Dans ce cas, qu'en est-il des dérivés du maïs, Jacques? C'est en fait une corrélation directe, je vais dire Tanguy, parce que si le maïs est cher, c'est tout à fait normal que les produits dérivés également deviennent chers. La cassa, la pâte, le com que nous avons l'habitude de consommer au quotidien et bien d'autres mets qui sont fabriqués à base du maïs ont vu leur prix également augmenter sur le maïs. Ça connu une flambée, je le disais. C'est dans l'ordre normal des choses que ces mets aussi augmentent de prix, que cela soit dans les gargotes, dans les restaurants. La grosseur de ces mets a reçu un coup depuis quelques jours maintenant. N'allez pas en vouloir aux vendeurs. Elles doivent réaliser des bénéfices. Elles ont des chiffres d'affaires à atteindre, elles ont un personnel parfois qu'il faut entretenir, donc c'est tout à fait normal qu'elles s'adaptent eux aussi à cette conjoncture. Nous avons même eu certains consommateurs ici qui par exemple nous ont confié que désormais ils sont capables, tenez-vous tranquille, de consommer jusqu'à 10, peut-être même plus, certains ont parlé de 10 à 16, je ne sais pas s'ils sont en train d'exagérer. Boule d'acassa, bien sûr. J'apprends aussi, selon nos sources, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, que la boule d'acassa n'est plus à 25 francs CFA à Cotonou, mais plutôt à 50 francs CFA désormais. C'est-à-dire donc que la situation n'épargne presque personne. Bref, l'inflation se ressent à tous les niveaux. Le maïs est devenu, comme le disaient certains, de l'or. Tout simplement. Est-ce qu'on a compris les causes de cette situation-là? Voilà la principale question. Les causes, elles sont variées pour les spécialistes que nous avons pu interroger ici. J'ai rencontré par exemple Djibril Azonsi. Lui, il est un ingénieur agroéconomiste. Il a parlé de plusieurs causes. D'abord, les changements climatiques. La pluviométrie, qui, vous le savez, n'est plus stable depuis quelques années maintenant dans notre pays. Ne sont plus faussement régulières ou n'arrivent plus au moment attendu. Cela perturbe un peu le comportement des agriculteurs qui ne savent plus réellement quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut attendre et tout ça. Et les rendements ne sont plus faussement au rendez-vous. Il y a également l'engrais SSP qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive la saison écoulée. Les agriculteurs, les paysans, dans leur grande majorité, n'ont pas maîtrisé l'utilisation de cet intrant agricole-là. Conséquence, les rendements n'ont pas été au rendez-vous, pas seulement pour le maïs, pour les autres spéculations aussi, le coton et bien d'autres produits pour lesquels on utilise de l'engrais SSP. On a utilisé donc de l'engrais SSP la saison écoulée. Les rendements n'étaient pas du tout au rendez-vous et les agriculteurs n'ont pas manqué de souligner cela aux décideurs politiques. La preuve est que cette année, on n'est pas en train d'entendre parler de l'engrais SSP, et c'est l'engrais NPK qui semble être privilégié sur le terrain. L'autre cause à laquelle on assiste chaque année aussi, c'est la surenchère que pratiquent les commerçants. Ça, c'est cyclique. Vous avez ces grossistes-là qui achètent des tonnes de maïs et qui stockent ça dans leur magasin. Ils attendent la période de soudure, la période de vache maigre pour commencer par vendre à des prix élevés. C'est ce à quoi on assiste également actuellement, des commerçants qui ont acheté le maïs au début de la campagne à 16 000 francs le sac, 20 000 francs, 25 000 francs maximum, mais qui aujourd'hui revendent ce même maïs-là à 35 000, à 38 000 pour pouvoir réaliser de gros chiffres d'affaires. Donc, ils spéculent sur le marché et conséquence, eh bien, les prix augmentent. Les agriculteurs, pour la plupart, n'ont plus de maïs sur eux actuellement. Ils ont déjà tout liquidé aux commerçants. Ce sont ces mêmes agriculteurs-là qui retournent acheter leur propre maïs à des prix nettement plus élevés. Il y a aussi la cherté du riz. Et ça, c'est assez surprenant parce que c'est ce que nous a confié, par exemple, Djibril Azonsi. La cherté du maïs
actuellement sur le marché a une corrélation également avec le prix du maïs. La cherté du riz a une corrélation avec le prix du maïs. Pourquoi? Parce que lorsque le riz est cher, c'est aussi un aliment de base pour les Béninois. Lorsque le riz est cher, les Béninois rabattre sur le maïs. Se rabattent sur le maïs. La demande augmente de façon importante et donc les prix, selon l'offre et de la loi de l'offre et de la demande, les prix vont augmenter. Et il y a également, moi je dirais, ça c'est une analyse personnelle, il y a une sous-production. Nous ne produisons pas suffisamment. De maïs, justement pour... J'ai envie de dire que tout le monde fait un peu du accoué, on ne veut pas aller au champ. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus aller au champ et ça pose un véritable problème sur le terrain. Il va falloir qu'on revienne un peu à nos anciennes habitudes, que chacun ne serait qu'un petit jardin à la maison, les carrés vides, il y en a plein ici à Parakou et dans bien d'autres villes du pays, que chacun puisse quand même aller un peu à la terre, qu'on puisse produire un tout petit peu. Cela va beaucoup nous aider à faire face à ces situations-là. Ouais, vous avez déjà commencé par évoquer, je dois dire, les solutions qu'il faut apporter. Voilà, les solutions justement, effectivement, il faut produire davantage, que chacun puisse quand même aller à la terre. Mais il y a ce système, à chaque fois que le débat revient, on en parle, ce système qui a été mis en place lors du régime avec le président Thomas Mbounia, je vais dire, l'ONASA, l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, malheureusement avec l'arrivée du président Patrice Talon, cette structure étatique a été dissoute. Cela permettait quand même d'atténuer les prix parce que l'ONASA achetait le maïs sur le marché comme les commerçants et lorsque la période de soudure arrive, l'ONASA vend son maïs à un prix nettement moins élevé que les commerçants. Conséquence, les commerçants sont obligés de s'aligner sur le prix pratiqué par l'ONASA sur le marché. Donc il va falloir qu'au niveau de l'exécutif, on puisse réellement penser à la chose. On ne dit pas forcément que la structure va s'appeler l'ONASA, mais qu'on trouve quand même un mécanisme, un système qui va permettre à ce que les consommateurs puissent se sentir à l'aise lorsqu'il y a cette période de vache maigre, lorsque ces périodes compliquées là arrivent, que l'État puisse être là pour venir en aide à sa population. Jacques Digbé, merci beaucoup. Merci à vous Tanguy et très bonne journée à Cotonou. Bonne journée à Parakou. Mesdames et messieurs, retour ici. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur l'actualité. Je vous propose qu'on souffle un peu. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale. Bien sûr, mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA.
Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. 1974. 2024. 50 ans déjà que le Centre international pour le développement des engrais, International Fertilizer Development Center, IFDC, intervient dans le développement agricole et la sécurité alimentaire. 50 ans de développement de l'agriculture depuis la base. Rejoignez-nous pour les journées portes ouvertes dans les bureaux de IFDC à Cotonou le 18 avril 2024. Venez nombreux découvrir les réalisations de IFDC au Bénin ainsi que les opportunités de collaboration. Au programme également le lancement officiel de la foire itinérante du programme ACMA 3. Du 19 au 21 avril à Dassazoumé, du 23 au 25 avril à Ndali et du 27 avril au 29 avril à Nous avons encore deux rendez-vous à honorer, le temps de boucler ce numéro de votre matinale. Vous aurez vers la fin de cette émission la revue de presse, ça va être signé Hugues Vimbe. Avant cela, on fera nos débats. Justement, ce matin, on va s'interroger un peu sur cette cherté de la vie qui frappe l'ensemble des populations béninoises. Il n'y a pas de produit qu'on peut toucher sans en avoir demandé 2 à 3 fois le prix sur le marché pour ne pas se faire insulter comme les bonnes dames en ont l'habitude. Franck Aoun, bonjour. Bonjour. William, bonjour. Eric, bonjour. Le riz est cher, le maïs, n'en parlons pas, bien d'autres produits. Et au bord de la voie, l'essence de contrebande aussi à 700 francs CFA le litre, contrairement aux années précédentes, mettons autour de 350, 400 francs CFA. Il faut rêver d'avoir le litre de l'essence en dessous de 500 francs CFA. Maintenant, Franck Aono, on est pris à la gorge. Oui, on est pris à la gorge et on souffre sérieusement. Finalement, on ne mange plus bien parce que... Moi, j'ai maigri. C'est terrible. Vous n'avez pas remarqué? Un cas isolé. Hein. Oui, les raisons sont ailleurs. Non. Ah oui? C'est vrai. Tiens. Je crois que William a raison. Ah, d'accord. Nous ne mangeons pas bien et vous savez, lorsque vous dirigez vers la vendeuse de côme semé que j'aime bien manger aujourd'hui, même quand on vous lance ou on vous dépose 5 boules dans le creux de votre 5, main. c'est peu. Ça ne remplit pas. Est-ce que vous avez suivi Jacques ce matin qui disait qu'il y a des gens qui sont venus leur confier à Fraternité qu'ils peuvent manger jusqu'à 16 boules d'akassa. C'est quand même terrible. Oui, la boule d'akassa, n'en parlons plus et tout est cher. Moi, j'ai échangé avec quelqu'un qui est dans le commerce du maïs hier. Il dit dans les zones enclavées, vous avez autour de 35 000 le sac. Il faut déplacer ça, les frais de transport, de la brousse vers les centres urbains. Vous voyez, quand on ajoute le transport et tout ça, et ceux qui doivent amener ça de là-bas vers Cotonou, vous voyez déjà quand vous faites un peu le point, ça veut dire que vous êtes autour de 40 000 le sac aujourd'hui. Et le maïs, on sait combien, la place que ça occupe aujourd'hui dans ce que nous mangeons. La pâte, c'est le maïs, la bouillie, c'est le maïs, la cassa, c'est le maïs, le côme, comme on l'appelle ici, c'est le maïs. Donc, vous voyez, quand ça se passe comme ça, et à côté le riz, qui également est souvent préparé à midi pour les enfants, est également cher. Là-dessus, on peut comprendre la guerre en Ukraine. Bon, c'est ce qu'on nous dit, mais moi, dans ce que Jacques Degbé a dit tout à l'heure, vous avez vu les raisons qu'il a évoquées. Quand ça se passe comme ça, c'est très compliqué. Au même moment, il n'y a pas de
d'augmentation, disons, de salaire, vos revenus ne sont pas, n'augmentent pas, et l'essence que vous devez mettre dans votre moto, dans votre voiture pour aller chercher le peu qui doit acheter chèrement ces produits dont je viens de parler, l'essence est chère. Ça veut dire que nous sommes véritablement dans une grosse galère. Bon, c'est vrai, vous avez dit que vous avez maigri. Pour certains, c'est le désarroi total. Et je pense vous avez compris quelque chose à la situation, les raisons, peut-être, William? Il y a les raisons officielles annoncées par les autorités béninoises. On parle de conjoncture externe et interne. Il y a la sortie du cadre du ministère de l'Agriculture, relayé par Matin Libre, qui a essayé d'expliquer de long en large les dérèglements climatiques. Je dis n'importe quoi, ce n'est pas le patois que je maîtrise le mieux. La question des pluies, la pluviométrie, qui éprouve désormais la production agricole, les agriculteurs qui ne sont pas suffisamment habitués à ces irrégularités et ces perturbations qui sont en cours depuis quelque temps. Il évoque plusieurs types de raisons, mais qui, moi, me laissent vraiment sur ma faim, sur le cas du maïs, parce que selon les informations de plusieurs médias spécialisés dans l'agriculture ici au pays et d'autres informations que nous avons découvertes dans la foulée de cette augmentation, le nœud même de ce problème-ci, c'est l'engrais, ce sont les intrants agricoles. Quand on passe de 14 000 francs à 22 500 francs le sac de NPK, qui désormais, Jacques le disait à l'instant, cette année, en raison des perturbations et de la grosse difficulté que l'engrais qui a prévalu l'an dernier a fait avoir pour le rendement agricole, c'est le NPK qui est de mise cette année pour le coton et le maïs. Selon beaucoup d'indiscrétions, on redirige la majeure partie de cet engrais vers le coton, et au même moment, nous avons le prix qui a augmenté et on limite le sac de 50 kg, on limite le nombre. Hier, un agriculteur me confiait qu'il n'a pu prendre que 4, alors qu'un seul agriculteur, un grossiste ou un gros exploitant agricole était capable de chercher même 1 tonne d'engrais pour sa production agricole. Tout ça, aujourd'hui, a commencé par jouer sur le prix du maïs. C'est vrai que, comme le cadre du ministère de l'Agriculture le dit, il n'y a que des opportunistes, des commerçants véreux, font de la surenchère parce qu'ils ont en stock quelques sacs de maïs, ou ils ont encore de la provision, et avec la situation actuelle, parce que il est beaucoup plus difficile d'en trouver maintenant en raison de la rareté des pluies. Ils font de la surenchère, mais ce n'est pas la seule raison. La raison, c'est que les gens vont au Togo chercher de l'engrais pour le maïs, selon beaucoup d'informations. La raison, c'est que la question des engrais est la grosse difficulté de cette campagne agricole qui est en train de commencer. Et là-dessus, Jacques a mis un très bel accent, et beaucoup d'acteurs en parlent, sur la corrélation entre prix du maïs et prix du riz. C'est vrai que nous avons la vallée de l'Ouémé, c'est vrai que nous avons les espaces de Malanville, mais nous n'en faisons pas suffisamment pour la culture du riz, ce qui fait que la majeure partie est importée. Côté importation, aujourd'hui, vous savez ce que ça vaut, vous connaissez les prix, les kilogrammes, les riz de qualité, les riz d'une certaine qualité qu'on nous cédait au kilogramme à 400, 350 francs, sont aujourd'hui à 600, 650 francs. Et aujourd'hui, les gens se ruent effectivement vers le maïs. Et c'est ça qui a créé sérieusement le gap avec le contexte des engrais. Moi, je pense qu'il y a urgence. Les mesures du Conseil des ministres dernier, on a compris qu'ils se sont attardés sur la question des engrais. Justement, ils ont compris l'enjeu, ils ont compris le nœud. Mais quand je lis les mesures et que je vois que plus d'une semaine après, aujourd'hui, il y aura encore conclave gouvernemental, une semaine après, les mêmes perturbations demeurent, les agriculteurs continuent pas peiner, et que ce sont eux maintenant qui vont chercher le maïs au marché. Il y a de quoi s'inquiéter. Avec tous les problèmes que nous avions en matière de cherté de vie, je pense qu'il ne faut pas que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. C'est vrai, c'est une grosse galère, surtout dans les ménages, notamment les plus pauvres. On parle du maïs, il
plus à démontrer combien c'est important dans notre habitude alimentaire. Et pour s'en convaincre, il faut faire un tour dans les marchés pour voir, comme on dit, le visage un peu inquiétant des bonnes dames qui sont dans ce commerce. Il faut voir également les bonnes dames qui sont dans la transformation du maïs. Franck l'a relevé, notamment les vendeuses de cômes de maïs, de la cassa, justement, où la grosseur de ces boules d'acassa ont pris véritablement un coup. Donc je pense que c'est une situation que nous vivons. Malheureusement, ça touche notre ventre parce qu'il faut forcément manger, soit il faut débourser davantage pour être rassasié, soit il faut véritablement subir. Nous avons dans notre société des gens qui s'alimentent chaque soir avec la pâte ou avec de la cassa. Quand eux ne prennent pas ça, ils ne sont vraiment pas du tout satisfaits. Donc il y a urgence véritablement à pouvoir trouver vraiment les moyens pour aider notamment les ménages les plus pauvres. Je pense que les raisons, il faut aller les chercher un peu partout. William l'a relevé. La caprice du temps, nous avons le retard dans les pluies, ce que nous vivons déjà. Nous sommes déjà au beau milieu du mois d'avril et il n'y a que quelques rares pluies que nous avions connues. Il faut aller voir aussi de ce que les producteurs eux-mêmes ont évoqué, comme la qualité de l'intrant qui leur a été servi à la campagne dernière. Je pense que là, on est en train de changer le tir en leur proposant une autre qualité. Il faut aussi voir dans l'habitude de ces grands commerçants qui vont auprès des producteurs acheter le maïs une bonne quantité, n'est-ce pas, qu'on stocke. Bon, ça, c'est une pratique que nous connaissons déjà parce que c'est du business. Il faut attendre la période où on espère avoir un meilleur prix avant de mettre le maïs sur le marché. On ne peut pas justement les condamner pour ça parce qu'ils ont mis de l'argent. Il faut qu'ils retrouvent un peu leur investissement. Mais dès qu'ils obtiennent exprès aussi, je dois dire, la crise parce que quand ils en achètent suffisamment et évite d'abord de mettre sur le marché le temps de créer la rupture, de créer la crise, ça leur permet d'augmenter aussi. Et ça doit être puni par la loi. Hein. Il faut vraiment que les autorités agissent pour réguler à ce niveau. Ça va être un peu compliqué d'aller identifier au niveau de chaque commune, de chaque localité, le nombre de grands commerçants qui viennent faire l'achat. Peut-être on peut mettre un seuil, un peu comme au niveau du code électoral. On ne peut pas acheter une quantité donnée pour permettre... Pas agence territoriale de développement. On peut mettre un seuil. Il ne faut pas aller au-delà de telle quantité de maïs. Donc, il faut vraiment aller chercher les raisons un peu partout. Mais la conséquence, c'est que nous vivons véritablement cette augmentation. Mais est-ce qu'on peut réguler? Si, on peut réguler. Nous sommes sur un marché libéral. Et la condition ici, vous entendez le Conseil des ministres dire que ce qui a coûté 14 000 la campagne agricole dernière va coûter entre 22 500 et 28 000. Et vous avez en stock un produit qui vient de cet engrais, c'est-à-dire une spéculation agricole qu'on ne peut avoir que lorsqu'un engrais comme ça est disponible. Suffisamment utilisé. Mais attendez, vous imaginez que les prix vont flamber même pour la nouvelle saison et que votre stock vous reviendra cher. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et c'est là que l'État doit avoir des mécanismes de régulation propre à lui. C'est ce que je dis. En fait, quand je dis régulation, ce n'est pas demander à un particulier, monsieur, vous n'avez pas le droit d'avoir en réserve. Parce que pour toutes les spéculations agricoles, même pour des produits transformés comme l'huile de palme et autres, parce qu'on sait que c'est saisonnier et qu'en raison de la période de l'année où on se trouve, la disponibilité peut poser problème ou non, cette stratégie est vieille comme le monde dans toutes les régions du Bénin. Donc, c'est plutôt à l'État d'avoir des mécanismes, d'avoir aussi son stock, pourquoi pas, d'avoir des structures qui ont du maïs à un certain prix, que l'État devienne un concurrent parfois, parce que dans son rôle régulateur de l'économie, l'État peut descendre dans l'arène et parfois, sans fixer les prix pour certaines choses, mais parfois essayer de devenir un agent commercial, un agent économique. Quand l'État commence par céder, je suppose, à 250 ou à 300 le maïs aujourd'hui, ceux qui en ont en réserve seront obligés, pour pouvoir libérer le stock, parce que c'est une spéculation, c'est une denrée périssable, seront obligés de céder le maïs au même prix que l'État, un peu comme l'ONASA le faisait, un peu comme on le fait quand on a des dons de vivres venant de certaines puissances qui, il y a 50 ans, avaient les mêmes problèmes agricoles que nous. C'est pour dire en fait que l'État a 1000 moyens de réguler.
une économie. Je ne vais pas demander, un peu comme je m'en prends souvent au ministère de Commerce pour son irresponsabilité sur certains cas, je ne vais pas m'en prendre au ministère de Commerce du Commerce pour dire, chers cadres, descendez, demandez aux boutiques, fixez le prix plafond ou Conseil des ministres, statuez, dites que le maïs ne va pas coûter plus de 250 francs. Je pense que je ne suis pas agronome, mais c'est presque impossible. Ce n'est pas le casque, ce n'est pas du riz importé. Encore que là aussi, c'est difficile à faire. Donc, je pense plutôt que l'État, parfois, doit réguler les acteurs en devenant lui-même acteur, en devenant lui-même agent économique, en proposant mieux, en ayant, je ne sais pas quoi, des réserves, des fonds de réserve que l'État sort au dernier moment, des cartes pour amener les acteurs à ne pas faire de la grande surenchère. Parce qu'on parle du prix aujourd'hui des nouveaux engrais, de ce que le NPK est orienté en majeure partie vers le coton. Des paysans se permettent même de dire que seuls ceux qui font du coton ont droit au NPK. Bon, je sais que c'est un abus, mais en fait, dans un contexte comme ça, le maïs issu de cette production n'est pas encore sur le marché. C'est l'ancien maïs qui est là. Donc, une certaine concurrence pourrait voir le prix quand même à baisser ou baisser jusqu'à un certain niveau raisonnable en attendant la récolte de ce qui est actuellement en cours. Moi, je pense que l'État a les moyens. Sur la question, moi, je voudrais corroborer un peu ce que dit William pour dire qu'on prend un monsieur Tantampion qui est professeur de son État ou banquier de son État, qui a de petites économies, qui achète du maïs, qui stocke ça quelque part, disons une trentaine de sacs, et qui apprend que dans quelques jours, ça va monter, le prix va monter, et qui vend son maïs après, quand le prix monte. Je crois que l'État ne peut pas aller réguler quoi que ce soit. Mieux, c'est qu'il y en a qui conservent, mais qui sont vendus, enfin, qui vendent leurs produits bien moins chers après. Lorsque le prix chute, c'est qu'eux, ils sont en perte. Dans ce cas, l'État leur fait quoi? L'État ne fait rien du tout. Si l'État devait réguler, c'est que lorsque ça chute et ils ont disons des pertes, c'est que l'État devrait faire quelque chose pour en compensation. Mais là, maintenant, lorsque ça monte et ils vendent, c'est là on voit que bon, il faut réguler et tout ça. Moi, je dis gouverner, c'est prévoir. Et sur tous les gouvernements qui se sont succédés dans notre pays, sauf erreur de ma part, quand ces genres de situations conjoncturelles-là se posent, on commence par chercher les solutions en même temps. Alors que des économistes avertis peuvent vous dire, écoutez, le maïs que vous avez aujourd'hui, dans 5 mois, dans 6 mois, ça va augmenter de prix. Ça, ce sont des données qu'on devait reverser au niveau étatique, on devait analyser et anticiper. William l'a si bien dit, si l'État s'introduit de sorte à vendre le produit, à casser le prix, c'est que ceux qui en ont en stock seront obligés eux-mêmes de céder, à moins qu'ils stockent ça là, qu'ils utilisent des produits pour conserver pendant longtemps. Mais dès que l'État vend ça, si c'est à 400, l'État vend ça à 350, les autres verront que les produits sont inutiles, ils vont les sortir pour les liquider également. Et là, ça va équilibrer un peu et favoriser, disons, Je suis quand même un peu surpris quand vous dites que l'État ne peut pas intervenir et réguler un peu l'achat des intrants. Vous l'aviez dit, c'est peut-être un système... Pas achat des intrants, mais coût du maïs. Oui, je parle, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que il y a eu une habitude qu'on connaît qui est séculaire. On achète des produits qu'on conserve le temps qui est, ma foi, une rupture ou une période de soudure afin de revendre. C'est comme si vous dites que si un multimilliardaire ou une firme débarque au Bénin, il peut tout acheter, garder ça là et attendre qu'il y ait une crise ou provoquer même une crise. Et l'État est complètement impuissant face à cela. Ce n'est pas vrai. L'État ne peut pas être impuissant face à des citoyens, face à des particuliers. Qu'ils soient hommes d'affaires ou qu'ils soient femmes d'affaires, l'État ne peut pas être impuissant face à des individus. En réalité, quand ça commence là, on peut se poser une question. Est-ce que l'État a réussi à fixer le prix du soja? Et pourtant, c'est exactement comme cela se faisait. Le maïs actuellement, c'est exactement comme ça que cela se faisait aussi avec le soja. On achète le soja, 2 secondes, on achète le soja, on conserve, on attend qu'il y ait une période et on revend. Le cajou, la même chose, on attend que les paysans récoltent précocement, on leur achète ça. Quand ça commence à finir dans les champs, on commence à vendre petitement, le temps que le prix grimpe. Donc, est-ce qu'on a réussi à réguler le prix du noix de cajou?
Est-ce qu'on l'a fait pour le soja? Si on l'a fait pour ces deux spéculations, pourquoi on ne peut pas faire pour le maïs, Eric? Non, je pense que la question est un peu complexe. Quand je prends le cas du soja, de l'anacade, vous savez, il y a un intérêt particulier pour l'État, n'est-ce pas, de rentrer dans ce secteur pour récupérer la matière première parce qu'on veut la transformer. Voyez-vous, nous avons une zone économique où les industries sont installées, ils ont besoin de cette matière première pour faire de la transformation. Priorité d'abord à l'industrie plutôt qu'à la consommation de survie. Non, vous avez parlé du soja, je vous donne le cas du soja et de l'anacade. Parce que nous avons des industries aujourd'hui qui transforment cette matière première. Ce n'est pas encore le cas pour le maïs. Je pense. Alors, la complexité est que si quelqu'un rentre sur le marché et veut acheter en grande quantité, vous savez, vous l'avez dit, c'est une pratique qui est très connue, qui est vieille. Et dans le milieu, l'individu à lui seul, il peut peut-être passer par plusieurs personnes interposées à aller chercher le produit. Or, c'est pour son propre compte. Vous ne saurez même pas que c'est la même personne, c'est le seul individu à lui seul qui est en train d'acheter autant une telle quantité. Donc, ça devient difficile pour l'État vraiment de pouvoir le faire. Mais l'État acteur, oui, nous avons une expérience en la matière où l'État lui-même se constitue comme un élément, comme un acheteur sur le terrain auprès des producteurs, garde les stocks et puis quand ces moments arrivent, nous avons des boutiques d'État qui sont un peu partout dans nos départements où les citoyens peuvent aller justement acheter le produit à un prix raisonnable. Je ne voudrais pas parler de l'histoire de l'ONASA, nous l'avons connu, ça a été une belle expérience en tout cas pour les Béninois qui, une fois dans ce genre de situation, trouvent comme un dernier secours vraiment l'État qui vient leur revendre encore le produit à des prix raisonnables. Donc je pense que là-dessus, effectivement, on peut revoir la formule et essayer encore de remettre encore ce système en place où l'État descend sur le terrain en tant qu'acheteur, en tant que client, achète le produit stock et puis revend à des prix raisonnables. Mais là encore, c'est que l'État doit prendre des mesures pour que vous ne sortiez pas avec les produits. Parce que s'il faut stocker et alimenter les boutiques plus tard, c'est que l'État doit prendre une bonne quantité. Dit aux populations, attention, ne sortez pas parce que dans quelques jours, nous aurons une situation où le maïs sera cher. Et quand l'État le fait ainsi, on dit que le marché n'est pas assez ouvert. On a connu pour le soja et les d'autres spéculations ici où les mesures ont été prises, on dit non, ne les sortez pas. On sait tout le problème que ça a créé. Moi, je pense que l'État est dans une situation un tout petit peu difficile, surtout, ne parlez surtout pas de subventions, certains mots qui sont très mal lorsque ces situations se posent, ils se disent, mais on va surtout pour ce régime, subvention, c'est pas bon. Faut même pas parler de ça. Dans tous les cas, quand on parle de subventions dans une telle situation... On peut subventionner les comment on dit, les fédérations de football. Ce ne sont pas des subventions, ce sont des fonds alloués de droit pour le bon fonctionnement. Ils appellent ça subvention. Et qui est régulier, qui est périodique. La subvention, elle est ponctuelle. Elle est conjoncturelle. Je pense que l'État se retrouve dans une situation un peu difficile. Mais la solution, elle est quelque part là. Les spécialistes, les cadres des ministères devraient anticiper pour nous dire parce qu'on parle là du riz et du maïs. Dans quelques jours, est-ce que c'est l'huile ou c'est le haricot qui va augmenter de prix? On n'en sait rien du tout. Il faut qu'on puisse faire des études. On a des économistes de très bonne facture. Les universitaires sont là et ils sont en mesure de vous dire ce que sera le Bénin dans 6 mois en termes économiques parce que les données sont là. L'évolution des données économiques sont là. On peut les analyser à tout moment. Si on ne fait pas recours à ceux-là, c'est lorsque nous nous retrouvons dans la situation qu'il faut commencer par courir dans tous les sens. Je pense qu'on ne verra jamais des solutions aux problèmes que nous vivons. Vous avez donné un très bel exemple, Tanguy. Il y a des spéculations agricoles pour lesquelles l'État a une grosse implication. Il a réussi à quand même mettre de l'ordre à griffe. Maintenant, regardons le mode de fonctionnement des différentes spéculations agricoles dont il s'agit. Dans la campagne 2022-2023, le maïs, on était à près du 1,5 million de tonnes produits au plan national. Mais attendez, ça dépasse cumulé la production cotonnière et la production de soja. Le soja, c'est 327 000 pour la campagne agricole et près de 600 000 tonnes pour le coton. C'est-à-dire quoi? Les deux réunis n'atteignent pas la consommation et la production de maïs. C'est normal. La demande, elle est ce qu'elle est pour le maïs. Vous parlez aussi de deux spéculations. Vous avez donné l'exemple de deux spéculations qui sont des cultures de rente. L'État y a mis une politique de transformation industrielle. Non plus d'exportation brute, encore que par le passé, c'était d'exportation, parce que c'est une culture de rente. Donc, de tout temps,
et c'est là que je veux atterrir dans mon analyse, l'État s'est impliqué personnellement à la production. L'État préfinance à la limite. L'État finance la production. Est-ce que c'est le cas du maïs? Je n'en sais pas grand-chose, mais je doute fort que l'implication de l'État, de l'exécutif, dans la production du maïs, je doute qu'elle soit la même qu'au niveau du soja. Parce que l'État met à disposition les engrais, les intrants, l'État met à disposition les cadres de l'ATDA et tout, mais je ne pense pas que ce soit le cas. L'État ne rachète pas le soja. Pardon, l'État ne rachète pas le maïs. Les producteurs ont toujours la même mise. L'État, la politique au niveau du soja ou du coton, ce n'est pas cette politique ou de l'anacarde, ce n'est pas cette politique qui est en cours au niveau du maïs. Le maïs demeure encore la propriété des coopératives, un peu comme le palmier à huile et certaines autres choses à ma connaissance. Quand j'ai fini de dire ça, du moins, je trouve que l'État ne peut pas avoir le même agissement. Maintenant, est-ce qu'il faut migrer vers ça? Avec tout ce que nous avons comme grincement dedans au niveau de ces secteurs dits prioritaires, de ces cultures de rente, avec les grincements dedans qu'il y a à ces niveaux, est-ce qu'il faut se laisser aller à ça pour que l'État devienne le garant? Là, il y aurait pour moi trop d'implication de l'État en tant qu'agent économique dans l'activité agricole. On n'est pas expert, que les experts s'asseyent, qu'ils réfléchissent, mais nous, on veut juste qu'à certaines périodes de l'année, sinon qu'au cours de l'année tout entière, malgré les perturbations climatiques et les autres contextes, que des produits plus que de première nécessité, des denrées extrêmement chères aux Béninois, comme le maïs, ne coûtent pas 450 francs le kilogramme. On va devenir 17 à la limite, si on continue comme ça. Oui, mais bon, peut-être qu'on pourrait aussi avoir l'ingénieuse idée de multiplier les mois de carême et de jeûne. Ça pourrait nous aider à mieux contrôler vous n'en faites pas et vous perdez du poids. Ce que vous serez. Oui, mais il vaut mieux avoir à l'esprit qu'on y a mis peut-être ça à volonté aussi, en faisant son jeûne, plutôt que de subir son jeûne de façon inconsciente et de continuer à perdre du poids au quotidien. Ce qu'on a choisi est plus facile à supporter. J'ai un voisin qui faisait allusion aux années 88, 89. Je lui ai demandé de ne pas exagérer. Ouais, c'est vrai. Comparaison de cette raison. Mais peut-être qu'on peut y arriver, hein, parce que j'ai reçu un message tout à l'heure où un producteur me disait l'année passée, moi j'ai l'habitude de récolter pour mon sac, pour mon champ, entre 12 et 14 sacs de maïs. Pour la même superficie, l'année passée, je n'ai pas atteint 5 sacs. Donc, vous voyez un peu, il y a une crise. Non, je parle de messages que j'ai reçus. Pour la même superficie. Pour la même superficie. De 15, il est venu à 6. Mais ce n'est pas le propre du maïs. La campagne écoulée, c'était le cas de toutes les productions. C'est pas exagéré? Non, je ne vais pas en besogne. Je ne répète que comme un perroquet. C'est vrai. Les choses que j'ai entendues à la télé et partout. Je ne veux pas être péremptoire parce que je n'en ai pas toutes les assurances. Mais attendez, ce n'était pas que le maïs la saison écoulée. Pour ce gap ou ce niveau de chute ou cette importante quantité de chute, de production ou de productivité, je ne sais pas. Mais il y a eu baisse de rendement et on nous a parlé des crises exogènes, on nous a fait beaucoup de récits, beaucoup de dissertations là-dessus. Donc, il y a eu baisse de performance. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous dites à la fois il faut impliquer l'État doit installer un mécanisme d'assistance sociale, notamment... Pas d'assistance sociale, pas d'assistance sociale. L'État revient en tant qu'agent économique, s'impliquer davantage dans l'activité économique. Mais l'État ne peut pas être commerçant, Franck. Si, l'État pas commerçant, mais l'État peut s'impliquer de sorte à jouer sur la baisse du prix du maïs aujourd'hui. Et c'est ce que nous disons là. Peut-être, à mon avis, réunir les gros producteurs, se procurer suffisamment le produit et le remettre sur le marché de sorte à ce que le prix puisse baisser. Parce que ceux qui en ont dans les magasins, voyez, ils sortent une petite quantité pour voir si demain ça va passer peut-être à 500 francs. Aujourd'hui c'est 450, on en était à 250 ou 300 il y a quelques semaines. Aujourd'hui 450, on veut voir si déjà dans le week-end ou la semaine prochaine ça va monter à 500. Donc c'est une petite quantité qui est sortie là. L'État peut racheter et créer des points de vente un peu comme ce qu'on a fait, je ne sais pas,
par rapport à la CIPI ou par rapport à certaines spéculations telles qu'on l'a fait, et on permet aux plus pauvres, à ceux qui n'ont pas véritablement les moyens, d'aller en prendre à coût réduit. Si de 450, c'est au plus pauvre, tout le monde ira là-bas, hein, parce que le maïs coûte cher. Oui, mais tout le monde non, il y en a qui, même dans leur maison, on peut vendre ça à 50 000 francs, ils vont se l'acheter à 50 000 francs, ils n'iront pas faire le pied de grue, parce que si vous acceptez aller au niveau de ces points de vente, c'est que vous allez perdre un peu de temps. Il faut faire le rang, attendre qu'on vous serve à tout de rôle. Si la disponibilité de ces produits part également de la qualité de ce qui est produit, l'État aussi doit être un peu à l'écoute de ses producteurs. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de produire 15 sacs avec la même superficie qui se retrouve à 5, c'est qu'il y a un problème. Le discours satisfaisant qu'on entend souvent de la bouche du ministre de l'Agriculture ne répare le problème. Il faut... voilà. Ni les larmes au Parlement. Voilà, les taux qu'on nous donne, la production cette année, record. Je pense qu'il faut vraiment aller à la rencontre de ces producteurs et les écouter véritablement sur les problèmes qu'ils ont au niveau de la production de ces produits. Donc, je pense qu'il faut vraiment établir ce contact-là. Il y a certainement d'autres aspects, n'est-ce pas, dont nous n'avons forcément pas connaissance, n'étant pas producteurs, n'étant pas du secteur, et que nous ignorons, et auxquels on peut trouver des problèmes et davantage, faire en sorte que nous ayons plus de production, parce que Jacques l'a relevé, il y a une sous-production, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom, qu'il faut davantage encourager et stimuler, n'est-ce pas, au niveau des producteurs. Vous les avez qui ont des dettes sur le dos, et à chaque campagne, n'est-ce pas, il faut pouvoir vraiment gérer ces soucis de dette avant de lancer une nouvelle campagne, et les mêmes problèmes sont là. Est-ce que peut-être la solution sous la révolution ne peut pas être une option aussi, la solution qui consistait à avoir des espaces aménagés qui sont des espaces publics où on a, comment ils ont appelé ça, en tout cas des champs à hauteur de la commune ou des circonscriptions urbaines qui sont, ma foi, organisées par l'État, où l'État mobilise les citoyens de façon spontanée afin de cultiver pour avoir la disponibilité de produits. Peut-être qu'on peut retourner à ça, même si c'est du socialisme scientifique, comme ils ont dit à l'époque. Voilà. Merci d'avoir reconnu que c'était une idéologie de gouvernance. On a pensé que c'est comme ça qu'il faut mettre un pays au travail, donner la culture du travail aux gens. Et comment fédérer? Vous savez, le socialisme, on veut que tout le monde soit presque à égalité en matière de pouvoir d'achat. Certains ne vont pas s'enrichir à perte de vue et d'autres vont manquer du minimum. Mais là, nous sommes dans le libéralisme, et je dis souvent avec Patrice Talon, c'est même de l'ultralibéralisme. Vous voyez, et je pense que ce ne sera peut-être pas du temps de Patrice Talon. Maintenant, dans les âges ou dans le temps, on peut réfléchir à... Pour moi, il n'y a aucune solution à occulter, et il n'y a pas de solution moins pertinente, à moins qu'on ait expérimenté. Parce que le temps que les réflexions soient scientifiquement très sages ou scientifiquement très, très pertinentes, le maïs continue de coûter si cher, en fait. Oui, moi je pense qu'il faut avoir des solutions à long terme aussi. Je sais que vous faites le champ Tanguy. Ah bon? Oui, je sais que vous faites. Moi, je ne fais pas de champ. Vous faites un peu de champ. Quand je dis vous, pas forcément vous, dans votre famille, autour de vous, il y en a qui font le champ. Mon père est agriculteur. Voilà. Donc, vous faites le champ. Eric doit en faire autant, William doit en faire autant. Oui, j'ai un papa qui est passionné de l'agriculture. Voilà. Et donc, trouver la solution d'abord en interne. Si vous faites le champ, vous savez que vous avez une famille de 5 membres, par exemple, vous avez pu récolter 5 sacs de maïs, ça va vous garder pour une période de l'année avant que même ces situations-là ne se produisent. Donc, il faut commencer par rechercher. Puisque ça revient par moment, ça repasse, ça devient des situations... Ce sont des habitudes que nous avons perdues. Voilà, donc... L'agriculture familiale. Nous devons le faire serait-ce que pour la consommation, un petit jardin à côté pour faire de petits maïs, tomates et tout ça. Aujourd'hui, les messieurs ne veulent pas cultiver du maïs sur l'espace familial. On veut surtout mettre beaucoup de béton pour faire les locations et commencer à montrer qu'on est propriétaire. Parce que ça rapporte gros. Oui, et qu'on doit tout le mois. Notre mentalité de sorte à trouver des solutions un peu durables aux problèmes que nous vivons
Au lieu chaque fois de dire, bon oui, c'est vrai, l'État est garant de la sécurité alimentaire, tout ce que vous voulez, mais déjà, nous-mêmes, nous pouvons trouver des solutions et ça ne coûte rien d'aller chercher ces solutions-là pour mieux vivre. Merci beaucoup, les messieurs. Une bonne journée. Mesdames et messieurs, vous suivez la revue de presse juste après moi. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons cette revue de presse par fraternité qui s'intéresse à la construction de mini-stations dans les grandes villes du Bénin et relève que le projet bat de l'aile plus d'un semestre après son annonce. Des mini-stations de l'essence de contrebande fonctionnent par endroits à Cotonou. On en compte une dizaine sur le tronçon Aïbatin-Godomé-Magasin et quelques-unes sont implantées sur la grande voie entre l'échangeur de Godomé et le carrefour Vedoko. Les autres grands tronçons en sont dépourvus. En somme, pas plus d'une vingtaine de mini-stations installées à Cotonou à ce jour. Parmi celles qu'on retrouve, la majorité est encore sous couvert. C'est du moins le constat qui saute à l'œil quand on fait le tour de la capitale économique où sont concentrés la plupart des exploitants de l'essence communément appelée Payo. Et pourtant, le gouvernement avait fait une grande annonce au lendemain du drame de Sémé où un incendie causé par l'essence de contrebande a ôté près d'une trentaine de vies, souligne le quotidien domestique. Pendant ce temps, au palais des gouverneurs, le gouvernement est interpellé sur la répression en cours pour non-port de casque, nous révèle Décryptage Info. 11 députés du Parti Les Démocrates ont adressé 9 questions orales au gouvernement. C'est à travers une question d'actualité déposée ce lundi 15 avril 2024 au secrétariat particulier du président de l'Assemblée nationale. Les députés veulent en savoir plus sur la répression contre le non-port de casque entamée depuis 2024. Ils ont noté que cette répression se fait avec, je cite, beaucoup de brutalité, d'abus divers sur les paisibles populations. Fin de citation. Les signataires de la question d'actualité ont évoqué le cas récent survenu dans un village du 3e arrondissement de la commune de Natitengou le 12 avril 2024 où un compatriote a été roué de coups de botte par les éléments de la police républicaine. Les classes socio-éducatives sont désormais effectives au Bénin. La phase pilote de cette initiative du gouvernement est en implémentation dans plusieurs établissements scolaires du pays. Les ministres Véronique Toyin-Fodé, en charge des affaires sociales et de la microfinance, et Kwaro Yves Chabi, chargé de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, sont allés faire le constat du bon déroulement de ce programme mardi 16 avril 2024. Au lycée technique des jeunes filles de Ouida et au lycée des jeunes filles de Lokossa, où ils étaient ce jour, accompagnés de leurs collaborateurs, les 2 membres du gouvernement ont exprimé leur satisfaction. Le ministre Kwaro Yves Chabi s'est engagé à jouer sa partition pour que cette initiative s'applique très bien dans les programmes d'enseignement. Il en a profité pour donner quelques orientations aux chefs d'établissement visités. Une information livrée par le matinal. Autre information traitée par les journaux parus ce matin, une nouvelle tentative d'obtenir la libération du professeur Joël Aïvo. Fraternité nous rapporte que 13 enseignants-chercheurs ont écrit à Patrice Talon, les enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi, de leur collègue Joël Aïvo. À travers une lettre, ils ont appelé le chef de l'État à réagir pour la cause de l'universitaire détenu depuis 2021. 16 universitaires provenant de diverses facultés de l'université d'Abomey-Calavi demandent la mise en œuvre d'un cadre juridique pour sa sortie de prison. Cette lettre est à lire in extenso à la page 3 du journal. Mesdames et messieurs, achevons ce tour d'horizon des quotidiens d'information par Nord-Sud Quotidien qui nous propose les chiffres de la campagne agricole 2023-2024. Selon les données de la Direction de statistiques agricoles du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, la production céréalière a atteint des sommets avec une production totale de 2 737 481 tonnes, dépassant largement la moyenne des 5 dernières années. Cette augmentation est principalement attribuée à une expansion des superficies cultivées, compensant une baisse globale des rendements. Le maïs a été le principal moteur de cette croissance, représentant plus de 75% de la production céréalière, avec une production de 2 059 254 tonnes, soit une hausse de 27,1%
par rapport à l'année précédente. Cependant, malgré ces succès, certaines cultures ont rencontré des défis. La production de riz a diminué de 6,2% par rapport à 2022, bien que restant au-dessus de la moyenne des 5 dernières campagnes. De même, le fonio a enregistré une baisse considérable. La production de racines et tubercules a également connu une croissance atteignant près de 8 millions de tonnes. En outre, depuis 2018, la production d'ananas au Bénin est en croissance constante, passant de 374 601 tonnes à une impressionnante 477 428 tonnes en 2023. L'anacarde, autre culture phare du Bénin, a également enregistré une croissance spectaculaire au cours des dernières années. En 2023, la production d'anacarde a atteint 203 844 tonnes, en progression de 9% par rapport à l'année précédente. Fin de la revue de presse de ce mercredi 17 avril 2024.